Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, nous sommes encore à quelques minutes en fait avant le lancement de ce premier webinaire concours IPHD boîte à questions. Donc, on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Bonjour à tous. Nous allons commencer d'ici 1 minute. Bienvenue à ce premier webinaire qui est qui fait partie du dispositif en fait du concours IPHD. Et donc c'est le webinaire qui s'appelle Boîte à questions. Le premier webinaire, donc on a souhaité aborder en fait cette thématique qui est ma thèse ne finira pas dans un tiroir. Et je laisse tout de suite la parole à David Bougeot. Bonjour David. Bonjour, bonjour tout le monde. Je te laisse la parole. Merci, vous m'entendez? Tu m'entends bien? Très bien. Ok, parfait. Donc bonjour à toutes et à tous. On est ravis de pouvoir relancer cette session de webinaire de la boîte à questions IPHD qui s'inscrit dans le cadre du concours IPHD. En fait, hop, je remets en grand, comme ça vous voyez. Hop. En fait, on a voulu, donc il y a le concours IPHD en cours, la période de candidature a lieu jusqu'au 22 mars, mais ce qu'on a voulu faire avec le concours IPHD, c'est qu'on a voulu en faire aussi un outil de sensibilisation qui permette de répondre à toutes les questions que se posent les doctorants et les jeunes chercheurs sur l'entrepreneuriat. Donc pour ça, comme l'année dernière, on a décidé de lancer une petite série de webinaires, la boîte à questions,
où on va faire s'exprimer des chercheurs et des doctorants qui sont en phase entrepreneuriale et aussi les personnes qui les accompagnent pour aborder des thématiques qui peuvent vous intéresser. Donc, on a ce premier webinaire aujourd'hui, on va en avoir un par mois jusqu'à la fin des candidatures qui a lieu le 22 mars. Et puis, on va voir si on peut peut-être faire perdurer le format. Premier thème aujourd'hui, ma thèse ne finira pas dans un tiroir. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Deuxième thème, le mois prochain, comment me rémunérer quand on lance une startup deep tech. Ça, c'est un sujet, on sait, qui intéresse beaucoup de monde. Et puis, une dernière qui aura lieu en mars sur la place que peut prendre le chercheur et le doctorant quand il lance une startup deep tech, quel rôle il peut jouer en tant que fondateur, cofondateur, quel peut être son statut. Et là-dessus, on aura aussi plein de témoignages. Donc, on va vous remettre les liens d'inscription et on compte sur vous aussi pour suivre si celui-là vous plaît. Je vais prendre 2 minutes en introduction. Donc, moi, je suis, pour ceux qui ne savent pas, je suis David Vougeot, je suis directeur adjoint de la direction Deep Tech de BPI France, qui porte aussi le concours avec le gouvernement. Et je vais vous présenter en 2 minutes ce qu'est le concours ePhD pour celles et ceux qui le voient pour la première fois, avant de laisser la parole à tous les intervenants. Déjà, un premier chiffre, mais qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a 43% des chercheurs ou des jeunes docteurs qui envisagent la création de start-up comme une possibilité de poursuite de carrière. C'est un chiffre qui est finalement très élevé et qui montre que les mentalités ont évolué, qu'il y a un attrait qui commence à se mettre en place, et surtout avec une motivation qui est avant tout d'avoir un impact sociétal, que les travaux de recherche ne restent pas dans un tiroir, et c'est un peu le sujet dont on va parler aujourd'hui, pour 58% d'entre eux. Ça tombe bien parce qu'en fait, il y a une dynamique qui est lancée par l'État pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes chercheurs et pour encourager la création de start-up à partir de travaux de recherche. Ça s'appelle le plan Deep Tech, qui a été lancé. Il y a l'objectif de création de start-up est marqué dans la loi. Il y a un objectif de 500 start-up Deep Tech créés par an en 2030. Et puis, pour ça, il y a beaucoup d'argent. Il y a des moyens qui ont été mis. 3 milliards d'euros pour les startups Deep Tech d'ici 2023. Donc, c'est le moment de créer sa startup. Il y a moyen d'être financé. Et puis, tout récemment, il y a des annonces qui ont été faites avec de l'argent supplémentaire jusqu'en 2026 pour ces startups Deep Tech. Et donc, que quel que soit leur stade de création, au démarrage et puis sur la durée. C'est pour ça que l'État, c'est entre autres dans cette démarche que l'État a lancé le concours ePhD, qui est un concours national à destination des jeunes chercheurs et des doctorants. L'idée, c'est vraiment de montrer, l'idée, c'est tu as 3 niveaux, montrer qu'il y a que l'État encourage la dynamique entrepreneuriale chez les jeunes chercheurs et donc les pousser à tester le potentiel de leur projet, apporter un accompagnement sur les premiers pas du projet des chercheurs, et puis créer une sorte de communauté des meilleurs chercheurs entrepreneurs de France à travers un réseau. Et aujourd'hui, on a une belle communauté de chercheurs entrepreneurs qui fonctionne et qui s'entraident. Et donc, c'est peut-être que les intervenants qui viendront après pourront en retémoigner. Juste pour vous donner aussi un peu de contexte, ePhD, c'est le premier des 3 concours d'innovation du gouvernement qui sont opérés par BPI France. Donc, ePhD du labo à la création iLab, qui est un peu qui est un des plus connus, et puis vers la croissance Innove, qui est plus pour les startups et les PME, mais qui sont innovantes et qui sont un peu plus tard. Juste sur le concours ePhD, ça accélère hein, depuis son lancement. Ça a été lancé en 2019 et on a chaque année un concours qui devient plus national avec de plus en plus de monde de toutes les régions qui participent et puis de plus en plus de lauréats. Donc voilà, on est passé de 29 à 43 et puis l'année prochaine, on vise une cinquantaine. Alors pour le concours, qui peut candidater? Le concours s'adresse à une cible de jeunes chercheurs. Donc, vous pouvez candidater si vous êtes entre votre 2e année de thèse et 3 ans après votre thèse, que vous êtes rattaché à un laboratoire de recherche et que vous avez un projet de valorisation de votre projet, notamment à travers la création d'une start-up, ou en tout cas que vous posez la question de créer une start-up. Et que vous bénéficiez d'un accompagnement d'une structure de transfert de technologie. Ce qu'on entend par accompagnement, c'est que à la fois pendant la durée du programme, c'est-à-dire l'année qui suit le moment où vous postulez, vous pouvez avoir un soutien financier, votre salaire qui est pris en charge d'une manière ou d'une autre, et puis qu'en fait, il y a une structure de transfert de technologie ou assimilée qui vous aide à structurer votre projet, notamment sur les aspects un peu business, marché, etc. Là, vous pouvez postuler.
Alors, une petite information, et vous rejoignez une communauté qui est finalement très large, avec à la fois une belle diversité sectorielle, une bonne diversité de genres, même si on n'est pas encore à la parité, et une belle diversité géographique, puisqu'en fait, toutes les régions, en tout cas parmi les lauréats, sont représentées, et parmi les gens qui postulent, en fait, on a eu des personnes qui ont postulé de toute la France. Quelques éléments concrets avant de laisser la parole aux intervenants. Les candidatures sont ouvertes depuis le mois de novembre. Donc, vous pouvez trouver votre dossier sur le site de BPI France. Vous pouvez le dossier à remplir sur le site de BPI France. C'est un dossier qui est relativement simple à construire, avec surtout vos motivations, vos réalisations et puis la vidéo de présentation. Vous pouvez, jusqu'au 22 mars, vous pouvez déposer votre dossier sur le site de Démarche Simplifiée. On va vous remettre tous les liens dans le chat. Et ensuite, il y a un jury qui évalue votre projet et on fait une remise des prix en juillet 2022 avec les concours ILAB et INNOV. Et ensuite, vous démarrez le programme d'accompagnement. Et ça me permet de venir au dernier point. Quel est le programme d'accompagnement? Qu'est-ce qu'on y gagne? Si vous êtes lauréat IPHJ, vous gagnez un prix qui est en 4 temps. Le premier prix, c'est vous gagnez les 4, hein, que je sois bien précis. Un accompagnement d'1 an pour accélérer votre projet. Et surtout c'est un accompagnement qui est à la fois collectif et individuel, avec des learning expéditions, du coaching individuel, des sessions collectives, pour affiner votre profil entrepreneurial, c'est-à-dire pour mieux comprendre quel entrepreneur vous êtes et quel est votre mindset, comment vous vous projetez en tant qu'entrepreneur. La deuxième chose que vous gagnez, c'est de la visibilité. On vous met en avant sur des webinaires, dans de la presse, sur des salons, etc. En fait, on vous donne une vraie visibilité à votre projet avec toute la puissance de communication de BPI France. Vous gagnez un accompagnement vidéo pour mieux vendre votre projet, mais en fait, en travaillant sur la vidéo, vous travaillez aussi sur la manière dont vous parlez de votre projet, donc c'est doublement intéressant. Et puis, last but not least, un point très important, vous gagnez l'accès à une bourse French Tech de 30 000 euros. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, il y a des montants qui vous sont réservés chez BPI France, donc sur lequel vous pouvez déposer un dossier assez simplifié pour avoir une bourse French Tech qui s'adresse à la fois aux personnes physiques. Donc, avant que vous ayez créé votre startup, vous pouvez la bénéficier. Et puis, après que vous ayez créé votre startup également. J'espère que l'info est claire. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de BPI France pour avoir plus d'infos. Et je vais maintenant relaisser la parole à Célia pour présenter cette table ronde et laisser la parole surtout aux intervenants qui vont répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, David. Super. Donc, nous avons organisé 4 temps de témoignages avec plusieurs intervenants. Donc, vous allez voir, ils sont extrêmement intéressants. Et nous allons commencer dès maintenant avec Christelle. Donc, bonjour Christelle, tu peux nous rejoindre maintenant si tu le souhaites. Christelle, en fait, qui va nous parler du réseau national des doctorants et aussi de la cellule justement dans laquelle elle est très, très active et nous parler aussi du réseau carrière des docteurs. L'objectif, en fait, de ce temps de témoignage, c'est vraiment de vous donner des retours d'expérience, des clés pour que vous puissiez aussi savoir par où commencer, qui contacter, comment se lancer finalement pour comme on l'a dit au début, ne pas laisser en fait sa thèse dans un tiroir. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Ravie d'être présente à cette première table ronde sur le boîte à questions ou boîte à outils aussi. Donc, je me présente, Christelle Isoard-Martin, je suis au service des études doctorales de l'Université de Lyon. Et comme on t'en parlait, j'anime une cellule au sein du réseau carrière des docteurs, qui est un réseau national, donc une cellule qui est dédiée à l'entrepreneuriat, l'innovation et la créativité. En bref. Merci. Bref. Merci Christelle. Est-ce que tu peux nous parler en fait du réseau national des doctorants aussi ? Alors, donc je vais partir sur ce système de poupées russes. Donc, le réseau national des collèges doctoraux, en fait, une association depuis 2015 qui regroupe l'ensemble des collèges doctoraux qui eux-mêmes regroupent les écoles doctorales des sites et le RNCD, si on fait simple, ça représente à peu près 80% des doctorants du territoire français.
Donc, cette association, et qui existe depuis donc 2015, mais qui a travaillé, qui œuvre depuis 2010, est là pour promouvoir le doctorat et travailler, faire les échanges de bonnes pratiques entre tous les collèges doctoraux et écoles doctorales du site. Au sein depuis à peu près 4 ans, au sein de ce réseau national carrière des docteurs, a émergé un réseau qu'on appelle réseau carrière des docteurs. Donc on enlève le N et on change un peu la dénomination du C et du D. Donc le RCD qui là travaille en cellules et de manière plus opérationnelle pour partager des bonnes pratiques. Donc il existe 7 cellules ou groupes de travail. Donc, moi, j'anime en particulier la cellule créativité, innovation, entrepreneuriat, dans lequel se trouvent à la fois des représentants de collèges doctoraux ou de services des études doctorales, comme moi-même, des représentants de STT et des représentants de Pépites. Voilà, pour brosser un peu les différentes briques et poupées russes. Voilà. Ce qui veut dire en fait que moi, je suis porteuse d'un projet, je fais une thèse, je peux en fait vous contacter votre cellule. Alors, pas contacter la Pour avoir cellule, plus mais d'infos. contacter. Non, c'est plutôt passer par justement sur votre territoire. Il y a forcément en tant que doctorant, vous êtes rattaché à une école doctorale. Donc, c'est dans un premier temps l'école doctorale à contacter ou son service des études doctorales, comme à Lyon, voilà, où on travaille de manière concertée et non pas en silo, mais de manière concertée. Voilà. Donc plutôt voilà, aller voir le territoire, les acteurs du territoire. Donc votre cellule, nous on est plutôt sur de l'échange de créer la fluidité. Oui, on est plutôt sur de l'échange de bonnes pratiques. On est parti dans un premier temps, ça fait 2 ans que cette cellule a été créée. On est parti sur plutôt de l'échange de bonnes pratiques ou de ce que chaque territoire pouvait offrir aux doctorants en termes d'innovation et d'entrepreneuriat, que ce soit au niveau information, formation et accompagnement. Et là, on travaille de manière plus concertée sur un événement commun que l'on pourrait proposer, décliner sur le territoire et faire remonter au niveau national en concertation avec les acteurs plus nationaux que sont le ministère et pourquoi pas BPI. Voilà. L'idée, c'est au sein de notre cellule, notre baseline, c'est plutôt l'entrepreneuriat comme moteur de compétences et révélateur de talents. Donc l'idée, ça serait pas de sourcer par notre événement, ça serait pas de sourcer des projets, mais plutôt sourcer des talents ou des envies, des profils qui ont envie d'entreprendre et qu'on pourrait accompagner, voilà, en amont par exemple en amont du PhD. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup Christelle, en tout cas pour ton intervention. Je pense qu'il n'y a pas encore, voilà, on n'a pas encore de questions pour toi. Ah si, comment se former à l'entrepreneuriat? Y a-t-il des formations auxquelles on peut s'inscrire? Alors, moi, je prends l'exemple que je maîtrise au niveau de l'Université de Lyon, donc qui est la commu et qui fédère en fait les 17 écoles doctorales. Et sur le site de Lyon, on a 5000 doctorants. Donc, on propose justement des formations à l'entrepreneuriat. Alors, soit des formations, je dirais, impliquantes, qui se met plutôt en posture d'entrepreneur sur du sujet fictif ou réel. Typiquement, là, en février, on commence une formation où ce sont des doctorants qui ont des projets et sur lesquels on va les aider et on va en équipe challenger ces projets. Mais il y a aussi des modules de formation moins impliquants aussi. Mais là, on a tout un catalogue au niveau de l'Université de Lyon sur l'entrepreneuriat et voire même des sessions de conseil. Voilà.
si j'ai pu répondre. Après, chaque site, il ne faut pas hésiter à aller voir les collèges doctoraux et puis les écoles doctorales qui ont forcément dans leur catalogue de formation qu'on peut appeler transversal, puisque chaque doctorant doit suivre des formations transversales pour être validé leur thèse. Donc, je suppose que chaque site a quand même son catalogue et dans lequel je pense qu'il y a une ou plusieurs formations dédiées à l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Et oui, on peut se former, et on peut se former, bien sûr, avant d'avoir un projet, justement. L'idée de ces formations, c'est pas forcément d'accompagner un projet, le doctorant dans son projet, mais c'est aussi de donner le mindset, de donner tout la posture entrepreneuriale. Justement, merci beaucoup Christelle, parce que tu as répondu à la deuxième question. Donc, voilà, oui, je la vois, c'est pour ça. Ok, parfait. Écoute, merci beaucoup. Et, très bien, merci à vous. Voilà, ce que je propose en fait, c'est que Clarisse nous rejoigne. Clarisse et Pauline. Hop, et je vais vous passer la main. Donc Clarisse Thibault, donc tu es manager en fait startup du CNRS Innovation et tu fais donc un duo aujourd'hui avec Pauline Cotina, donc qui est lauréate PhD de cette édition, donc le projet Viridis. Et donc du coup, vous allez pouvoir parler vous deux en fait de la mise en relation, de comment Pauline a fait pour commencer à être accompagnée par le CNRS Innovation. Enfin bref, tous ces éléments-là. Je vous laisse la parole. Ça marche. Bonjour à tous. Donc déjà pour se présenter brièvement, donc Clarisse Thibault, donc je suis chargée d'affaires start-up chez CNRS Innovation. Donc j'accompagne en fait des projets de création de start-up qui sont issus des laboratoires CNRS. Donc c'est dans ce contexte-là du coup qu'on s'est rencontrés avec Pauline et qu'on a pu travailler ensemble. Peut-être juste brièvement quelques mots sur CNRS Innovation pour ceux qui ne connaissent pas. Du coup, c'est la filiale nationale de valorisation de la recherche du CNRS et donc en charge des activités de transfert de technologie. Pauline. Ok, du coup j'enchaîne. Merci Clarisse pour la petite présentation. Moi j'enchaîne avec quelques mots sur moi, sur mon parcours. Donc Pauline Cotina, enchantée à tous. Je suis ravie d'être là pour discuter un petit peu de mon parcours. Moi je suis actuellement doctorante en 3e année de thèse que j'effectue dans un laboratoire de recherche à Nice. Donc comme le disait Célia et même David au début, moi j'ai postulé à ePhD, j'étais en 2e année de thèse. Du coup, donc c'est le début. Vous pouvez commencer à postuler à partir de ce moment-là, pour info. Moi, mon projet de thèse porte sur l'étude des processus de vieillissement et de réponse au stress au niveau cellulaire d'organismes marins. Et dans le cadre de ma thèse, j'utilise une technologie de culture cellulaire sur laquelle repose aujourd'hui le projet que je porte, le projet Viridis. Qui est donc rapidement un procédé d'analyse pour mesurer l'impact d'une matière première ou d'un produit fini sur l'environnement marin à l'aide de ces cultures cellulaires d'invertébrés marins. Donc concrètement, c'est un test de cytotoxicité in vitro qui fournit aux entreprises une démarche éco-responsable pour leurs produits finis et pour minimiser l'impact de leurs produits sur l'environnement marin. Donc, voilà mon projet. Merci Pauline. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment, enfin, ta prise de conscience, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un déclic, tu étais sur ta thèse et tu vois comment, quel était ton chemin? Alors le chemin est un peu particulier parce que en fait dans mon laboratoire de recherche, mes deux responsables de thèse sont donc les inventrices d'un savoir-faire qui a été par le biais du dépôt d'une enveloppe solo. Donc par ce biais, mes responsables de thèse étaient en relation avec le service partenariat et valorisation du CNRS. Et c'est ce contact-là qui nous a fait savoir qu'il y avait donc un appel à candidature pour un programme chez CNRS Innovation, qui est appelé RISE, spécifiquement pour ces projets d'entrepreneuriat basés sur des technologies issues de la recherche et du CNRS. Ok.
Et Clarisse, du coup, comment vous faites, vous? Donc, Pauline a pris contact avec votre service et après, quelles sont les étapes? Qu'est-ce que vous mettez en place, etc. Oui. Alors du coup, sur ce programme, en fait, donc RISE, c'est un programme d'accompagnement à la création de start-up pour des projets qui sont issus des labos CNRS. Et concrètement, en fait, c'est 1 an d'accompagnement où c'est un appui méthodologique sur l'entrepreneuriat avec tous les chantiers en fait à mettre en place, à prendre en compte pour structurer son projet. Donc ça passe par l'équipe, par des réflexions marché, couple produit-marché, parler aussi des aspects de pays et de licensing qui sont dans la vie d'un projet deep tech un passage classique, et aussi le financement et aussi des mises en relation avec l'écosystème, le réseau qu'on a pu constituer, que ce soit des partenaires ou des mentors. Donc ça, c'est pour brosser un peu le programme d'accompagnement RISE. Et donc, en fait, on a des appels à candidature. Il y en a 2 par an. Et donc, en fait, vous remplissez en fait un questionnaire. Nous, ça nous permet d'évaluer les candidatures. Ensuite, il y a une présélection qui est faite en interne. Puis, si vous êtes sélectionné, donc il y a un comité de sélection où vous êtes amené à pitcher votre projet devant un comité qui est constitué du coup de personnes de CNRS Innovation, du CNRS et aussi des extérieurs qui peuvent être donc des fonds d'investissement ou des personnes de l'écosystème d'innovation Deep Tech. Et donc voilà, si vous êtes sélectionné, vous intégrez la promotion RISE. Donc là, on en est à la 6e maintenant parce que c'est un programme qui existe depuis 2019 et se met en place du coup l'accompagnement sur 1 an. Où on a des points en fait réguliers pour parler du projet. On aborde du coup l'actualité des projets et aussi on peut agir sur différents chantiers là, que j'ai évoqués plus tôt pour aider le projet à se structurer. Voilà. Dans notre cas, en l'occurrence, si je peux compléter ce sur quoi le CNRS Innovation nous a beaucoup aidé, c'était du coup dès le début, nous on est arrivé avec une idée vague, si je puis dire. On avait déjà une idée d'application. Mais ce qu'on a fait ensemble avec Clarisse, c'est dresser la liste de toutes les étapes pour aller jusqu'à la création de notre start-up, hiérarchiser toutes ces choses aussi parce que ça peut paraître être beaucoup d'informations, prospecter les différents marchés, élaborer une stratégie de marché, ce genre de choses auxquelles on n'est pas formé quand on est dans la deep tech et quand on est doctorant en sciences. Voilà, élaborer, donc prioriser toutes ces différentes tâches. Mais ils nous ont aussi beaucoup mis en relation, ils nous ont aidé à élaborer des interviews d'acteurs pour prospecter dans le marché qu'on avait ciblé et pour entrer en contact avec tous les membres de l'écosystème plus généralement, quoi. Donc ils nous ont aussi permis d'accéder à des congrès spécialisés dans notre marché aussi, ce qui nous a fait gagner en visibilité aussi, entre autres. Merci beaucoup Pauline, merci beaucoup Clarisse. Pauline, est-ce que tu aurais un tips ou 2 pour les personnes qui nous suivent et qui sont potentiellement des futurs candidats? Alors, il n'y a pas de recette miracle. Il faut être motivé parce que ça va être du travail sur plein de choses, du travail très humain, beaucoup. Ça va être beaucoup de travail sur soi-même. faut être prêt. Mais je pense que le conseil principal, c'est de bien s'entourer, c'est le travail aussi que participent à faire les organismes comme CNRS Innovation, travailler sur l'équipe, travailler sur les compétences de chaque membre de l'équipe et ouais, d'être bien entouré. Après, faut pas hésiter à aller discuter. C'est un peu ce que disait Christelle juste avant. Faut vraiment pas hésiter à aller discuter avec les organismes de valorisation des tutelles ou des universités parce que les aides manquent pas, les formations manquent pas selon vos universités, selon les tutelles. Et au pire, ils vous redirigeront vers les acteurs compétents et c'est important d'oser demander. Faut aller chercher l'info, il y en a. Super, merci beaucoup Pauline, merci Clarisse. J'ai une question pour toi Pauline. Pauline, tu es seule à monter la start-up ou tu es accompagnée par tes directeurs? Non, je suis pas seule. Je pense que c'est un des trucs les plus importants à retenir, c'est qu'il faut être entouré pour faire ça. Aller seule dedans, je pense que c'est pas la bonne équation. Moi, en l'occurrence, je suis avec mes 2 directrices de thèse
et avec d'autres membres d'équipe qui sont venus compléter les compétences qui nous manquaient. Donc, au fur et à mesure de l'élaboration de notre projet, on a mis en évidence qu'il nous manquait des compétences en termes de business développement. Donc, on a recruté quelqu'un pour ça aussi. On a notre ingénieur pour le côté très technique, et mes directrices de thèse, elles sont là pour monter l'entreprise, et en même temps, comme elles seront en concours scientifique, elles ne peuvent pas être dirigeantes de l'entreprise en tant que telle, quoi. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous deux, et du coup, je vous propose en fait de passer la parole à Lise et Imad Eddine. Donc là, nous avons vu Clarisse et Pauline, donc, qui nous parlaient aussi de la partie CNRS Innovation, et là, on vous propose en fait de découvrir la partie structure transfert technologique, donc avec notamment Lise qui fait partie de Linxium. Et comme on fait aussi des témoignages en duo pour vous montrer voilà, l'explication de la structure de transfert technologique, et puis aussi l'application avec un projet. Donc, bonjour à toi, Imad Eddine, donc, qui est lauréat et PhD de cette édition, et qui porte le projet Kito Biosphère. Bonjour à vous deux. Hop. Alors, est-ce que tu peux nous rejoindre, Imad Eddine? As-tu peut-être des difficultés pour nous rejoindre? Ah, je vais du coup te laisser la parole, Lise, le temps que Imad Eddine se reconnecte. On ne voit pas ton... Ah, ça y est. Ah, Imad Eddine, donc tu es là, et Lise... Ah, ça y est. Ça y est, super. Tout fonctionne. Bonjour à vous deux. Tout fonctionne. Je te laisse la parole, Lise, pour commencer, et puis ensuite, Imad Eddine, tu pourras prendre la parole pour aussi partager ton projet. Très bien, merci Célia. Bonjour à tous. Donc je suis Lise Malasné. Moi je suis docteur en chimie matériaux. Alors je ne suis plus jeune docteur par rapport à la définition du concours PhD. Et je suis maintenant chargée d'affaires détection dans l'équipe maturation de la SAT Linxium. Donc SAT, S-A-T-T pour Société d'accélération de transfert de technologie. En fait, en France, il y a 13 SAT qui existent, qui sont répartis sur le territoire et qui ont pour mission d'accélérer l'innovation. Donc nous, à Linxium, on est la SAT sur le site Grenoble, Chambéry, Annecy et Valence. Et on a créé 64 startups issues donc des laboratoires du site Grenoble Lab. Alors dans nos projets, on en a la moitié qui impliquent un jeune docteur avec de très bons profils, comme l'attestent nos 8 lauréats de l'année dernière, dont Imad qui est présent aujourd'hui et que je vais laisser se présenter. Alors bonjour à tous, donc Imad Eddine Lakéal, je suis porteur du projet Kito Biosphère, qui est actuellement en phase d'incubation au sein de la SAT. Donc rapidement, mon projet, il vise à proposer sur le marché soit des nouveaux produits pour du traitement de l'eau, soit un nouveau service d'encapsulation, le tout à base d'un matériau qui s'appelle le chitosane, qui est un biopolymère. Et donc, on arrive aujourd'hui à proposer ça grâce à une formulation qu'on a mis au point durant ma thèse et qui nous permet d'obtenir des matériaux avec une très grande résistance mécanique, tout en conservant de très bonnes propriétés, biocompatibilité, etc. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais voilà, grosso modo, en quoi ça consiste. Et du coup, Imad, à la fin de ta thèse, qu'as-tu fait? Tu t'es dit qu'en fait, tu voulais aller plus loin avec ce projet-là. Comment ça s'est passé? Alors, pour la petite histoire, du coup, moi, quand j'ai commencé ma thèse, c'était avec pour objectif professionnel de devenir maître de conférence. Donc, arrivé courant fin deuxième année, je me suis dit, c'est clair et net, je ne veux plus faire ça. Voilà, donc il a fallu que je change totalement de projet. Donc, je me dirigeais du coup vers plutôt un emploi, on va dire, plus classique, donc un emploi de R&D dans une société. Mais à la fin de ma thèse, une fois que j'ai soutenu et que je me suis retrouvé confronté à la réalité, la réalité, c'est qu'il n'y avait pas tant de postes qui me plaisaient que ça. Et puis,
voilà, il fallait être très mobile, etc. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas tout simplement valoriser mes résultats de recherche pendant ma thèse. On avait des très bons résultats qui pouvaient envisager le dépôt d'un brevet et potentiellement proposer des choses nouvelles sur le marché. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer tout simplement. Et donc, en discutant avec mes directeurs de thèse, des collègues, etc., j'ai connu la SAT Lynxium et le concours, le Challenge Out of Lab que la SAT proposait. Et c'est comme ça que j'ai postulé et j'ai été lauréat et que l'aventure a commencé. Ok, du coup, tu as postulé au concours en fait, que Lise vous proposait, qui est un concours en fait, juste avant celui d'IPAJ. Si tu peux nous en dire quelques mots. Lise, tu veux peut-être parler du concours? Ouais, si tu veux, je prends la suite, oui. Alors, c'est vrai que nous, à Lynxium, donc, pour la détection des projets, on a un appel à projet qui est le Challenge Out of Labs, qui est un appel à projet blanc biannuel, qui va être pour les chercheurs, enseignants-chercheurs, mais aussi pour les doctorants, jeunes docteurs, et qui leur permet de venir présenter leur projet à Lynxium pour ensuite avoir une évaluation et voir si leur projet va pouvoir être accompagné et financé en maturation. Et au cours de la maturation, nous, on a tout un programme, en fait, le programme PhD Friendly qui accompagne nos doctorants, jeunes docteurs depuis la thèse, je dirais, à travers des formations jusqu'à la création de la start-up, voire même après. Et c'est vrai que dans le cadre de cet accompagnement, on propose d'aider des potentiels candidats à se présenter au concours PhD. Donc voilà, donc on a le Challenge Out of Labs pour la détection et un parcours pour l'accompagnement des jeunes docteurs. Ok. Imad, comment tu as su en fait qu'il fallait rentrer en contact avec Lynxium, notamment par l'appel à projet? Est-ce que c'est l'appel à projet qui t'a fait connaître cet écosystème? Tu t'es renseigné? Comment tu as fait? Alors, j'en ai discuté avec mon entourage, donc mes collègues, lorsque j'étais en thèse, avec mes directeurs de thèse de cette époque. Et c'est eux qui m'ont parlé en fait de la SAT Lynxium. Donc, ils m'ont pas parlé du Challenge Out of Lab parce qu'ils connaissaient pas forcément, mais voilà, ils connaissaient la SATT, un petit peu son fonctionnement, qu'ils aidaient les jeunes docteurs à faire le premier pas pour devenir entrepreneur. Et donc, je suis allé sur le site web de Lynxium, tout simplement, et puis j'ai demandé à pitcher mon projet devant quelqu'un. C'est là que j'ai rencontré Lise et Gisela à ce moment-là. Et donc, j'ai pitché mon projet, on en a discuté, on l'a restructuré un petit peu, etc. Parce que moi, j'avais une vision un petit peu différente de ce que je voulais faire pendant ma thèse, mais ce qui est conseillé, c'est quand même de partir sur ses résultats de thèse au départ, puis après, le faire évoluer petit à petit. C'est plus confortable, on va dire. Et donc, j'ai postulé pour le Challenge Out of Lab. Et avant ça, alors, je ne sais pas si toutes les SAT font ça ou pas, mais Lynxium propose une petite enveloppe budgétaire, justement, d'à peu près 5 000 € pour faire une étude de marché flash. Donc, quand vous posez la question, est-ce que mon projet est viable? Est-ce que mes résultats de recherche sont transférables et peuvent donner lieu à un brevet, une enveloppe solo, quelque chose comme ça, pour pouvoir derrière créer sa startup? Vous avez à disposition cette petite enveloppe budgétaire qui vous permet de faire une première étude de marché pour voir un petit peu la faisabilité de votre projet. Et ça m'a aidé aussi à me conforter avant de me lancer. Ok. Écoutez, merci énormément pour votre intervention. Merci Lise et merci Imad. Je pense que ça a vraiment beaucoup apporté. N'hésitez pas à répondre aussi aux questions dans le chat. Je pense que vous allez en avoir. Sinon, on va laisser du temps en fait à la fin des témoignages pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Ça marche. Ok, merci. Merci. Notre dernier intervenant, qui est donc Philippe. Philippe, tu peux me rejoindre sur scène si tu. Hop, ah bah super. Flash. Donc Philippe, toi tu es lauréat aussi de cette année, lauréat IPAJ, avec donc le projet Spidermas. Est-ce que tu peux te présenter et puis présenter aussi ton projet, s'il te plaît? Yes. Donc le projet Spidermas, c'est un projet de technologie innovante qui est basé sur une technique de chimie analytique qui s'appelle la spectrométrie de masse.
En fait, c'est une technologie qui répond à un besoin qui vient des professionnels de santé en oncologie et notamment des chirurgiens et des médecins pathologistes, puisque en fait, pendant les opérations d'exérèse des tumeurs, il existe peu de méthodes qui permettent de guider le chirurgien de manière précise et sans a priori. Les techniques qui sont faites actuellement consistent à prendre des biopsies et les envoyer au médecin pathologiste qui, lui, doit travailler dans une contrainte de temps très importante et donc il ne peut pas rendre des diagnostics comme il le fait de manière habituelle. Donc, ce besoin, et finalement, on a pu y répondre par la technologie qui s'appelle le SpiderMass, qui permet une analyse extrêmement rapide. Donc, c'est de l'instantané, sans aucune préparation de l'échantillon. On utilise de la spectrométrie de masse pour avoir des profils moléculaires très riches des échantillons qu'on analyse. Et on utilise ces profils comme des empreintes pour dire en temps réel si un échantillon est cancéreux, si un échantillon est sain. Donc finalement, notre projet aura pour but de fournir deux produits d'abord. Donc une plateforme de diagnostic pour le médecin pathologiste. Hein, donc l'outil sera chez le pathologiste dans un laboratoire pour faire des analyses et aider son diagnostic, lui donner plus d'informations que ce qu'il est capable d'obtenir aujourd'hui. Mais aussi de mettre l'appareil directement dans les mains du chirurgien pour qu'il puisse, lors des opérations, évaluer si un échantillon est cancéreux ou sain, savoir si son exérèse a été totale, puisque aujourd'hui, le retrait d'une tumeur, quand il n'est pas complet, amène jusqu'à 30% de rechute, par exemple, dans le cadre des cancers du sein, donc c'est énorme. Et on aimerait pouvoir limiter ces aspects-là. Donc le projet finalement, il en est. Donc c'est un projet qui existe depuis 7-8 ans maintenant. Moi, je suis arrivé au laboratoire il y a un certain temps, d'abord en stage de master. Donc depuis iPhD, moi je continue de travailler sur le projet pour le structurer. Notre objectif, c'est de créer l'entreprise en 2022. Donc là non plus, je ne serai pas tout seul, hein, parce que je suis accompagné par mon ancienne directrice de thèse et le directeur du laboratoire, notamment, qui sont tous deux inventaires de la technologie. Ainsi que d'autres académiques qui ont travaillé sur le projet. Et on a complété l'équipe en novembre avec une personne qui a un profil plus business et gestion d'entreprise. Et Philippe, toi, tu as eu envie d'entreprendre? Tu savais déjà dès ton master, dès ton stage que tu souhaitais entreprendre? Ou c'est voilà, par ton stage, par après la continuité de tes études que tu as eu envie de te lancer Oui, dans cette aventure? en fait, je me rends compte que c'était quand même quelque chose qui a toujours été latent. J'ai toujours eu cette envie d'entreprendre, même si je savais pas à ce moment-là que ça s'appelait de l'entrepreneuriat. J'avais pas de projet, mais en licence, j'avais suivi des cours du soir qui sont organisés par le Hub House de l'Université de Lille, qui s'appelle les soirées de l'étudiant créateur. Et donc, j'avais déjà eu des notions sur justement la création d'une entreprise, etc. Et en fait, à mon arrivée au laboratoire, le projet était déjà en accompagnement par la SAT Nord. Il était en prématuration et il y avait déjà des aspects de valorisation du projet qui étaient prévus, en fait. Même si à l'époque, c'était pas déterminé si ce serait du licensing. Donc faire de la location du brevet pour que d'autres personnes puissent l'utiliser, ou si ça allait être la création d'une entreprise. Donc juste après mon master, finalement j'ai été embauché 2 ans en tant qu'ingénieur valorisation SAT sur le projet dans le cadre d'un programme de maturation, et donc j'ai pu suivre ces aspects de valorisation vraiment de très près. Et quand la création de l'entreprise a été choisie, il y a une équipe projet qui s'est mise en place autour de ça, mais malheureusement moi j'étais en thèse. Et comme j'ai fait une thèse CIFRE, j'étais pas présent au laboratoire, j'étais à Toulouse, donc j'étais pas impliqué dans cette création. Mais j'avais pour objectif assez rapidement de rejoindre la startup, puisque bon, la thèse CIFRE, ça m'a quand même permis de me rendre compte de comment fonctionnent des grands groupes, etc. Et donc de me rendre compte que c'est pas vraiment ce qu'il me fallait.
Donc après, l'équipe projet s'est remaniée et c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé de prendre la place du porteur du projet. Et en fait, bon, c'est un peu, c'est un peu imposé à moi, mais en même temps, je pense que en y réfléchissant, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Et donc, c'est quelque chose dans lequel je vais aller. Du coup, Philippe, est-ce que tu as un bon conseil à donner à tous ces futurs candidats au concours IPHD pour se lancer? Alors, finalement, je pense que Christelle en a pas mal parlé, mais effectivement, je pense que c'est important de discuter de son envie d'entreprendre avec les personnes qui sont autour de soi, que ce soit dans son laboratoire ou dans son école doctorale, parce qu'il y a forcément des formations qui sont proposées pour ça. Puis ça permet aussi de découvrir qui sont un peu les acteurs de la valorisation autour de son laboratoire ou dans son environnement. Le laboratoire est forcément associé à une STT, donc il y a forcément des contacts à avoir. Après, forcément, si on a un projet valorisable, c'est plus simple, hein, forcément, puisqu'on a déjà de quoi échanger. Mais après, je pense que si on a une envie d'entreprendre, on trouvera forcément un projet dans son laboratoire ou auprès de sa SAT, enfin de son STT, pour justement aller dans cette voie-là. Et je pense qu'effectivement, à IPHD, c'est une fois qu'on a son projet, un bon moyen de mettre le pied à l'étrier parce que ça permet de passer uniquement les aspects de recherche et de développement et d'aller déjà vers les aspects de valorisation. Donc, je pense que c'est un bon tremplin. Merci beaucoup. J'ai une question du coup pour toi, Philippe. La technologie que tu as développée pour le domaine médical, c'est une question de Marine. Alors, ça a coupé. Ah oui, pardon. La technologie est développée que pour le domaine médical ou il peut y avoir d'autres applications? Non, La technologie, en fait, ta technologie, elle est développée que pour le domaine médical? Alors, pour le moment, notre objectif final, vraiment notre objectif ultime, c'est d'aller dans le domaine médical, de faire de l'analyse et du diagnostic, puisque c'est là où on a le plus d'impact et où on souhaite aller. Après, la technologie est extrêmement versatile et peut être utilisée dans plein de conditions différentes, et dans plein de situations différentes. Et donc, on a énormément de moyens de diversification, et notamment pour faire du contrôle qualité industriel. Entre autres. Donc, en fait, on va faire avancer un peu les deux aspects en parallèle en gardant bien notre priorité comme étant le domaine médical. Mais on a énormément d'applications potentielles et c'est aussi une des forces de la technologie. Merci beaucoup, Philippe. Ce que je vous propose, c'est que nous avons encore quelques minutes. Donc, nous avons 15 minutes ensemble pour justement partager des réponses à toutes vos questions. On en a quelques-unes d'ailleurs qui passent actuellement. Tu peux rester avec moi, Philippe. Je vais aussi demander, je pense, à d'autres d'intervenants de revenir en fait sur scène. Alors, attendez, je regarde pour une question à prendre. La première, il y avait une question qui était intéressante. C'est quoi la STT? Donc, ça pourrait être intéressant, Lise, si tu peux revenir pour en parler de vive voix, pour rappeler en fait ce que c'est et donner un petit peu plus de, peut-être un peu plus de détails. Oui, tout à fait. Donc j'ai vu qu'il y avait des questions en effet sur les. Alors si on est sur les STT, structures de transfert de technologie, notamment les SATT, donc sociétés d'accélération de transfert de technologie. Donc c'est vrai que c'est des structures qui sont réparties en France. Donc j'ai vu qu'il y avait une question pour les personnes qui venaient de Dijon et Paris. Je vous conseille d'aller sur le site du réseau SAT. Vous verrez une carte de la France avec toutes les SAT qui sont réparties sur le territoire. Et en fonction de votre lieu, il faut vous référer à votre SAT qui aura des appels à projets aussi à vous proposer, etc. Donc les SATT ont été créés suite à une volonté du gouvernement, donc de créer des structures qui vont être capables de faire du transfert de technologie des laboratoires vers le marché. Donc la mission de toutes les SAT va être d'accélérer l'innovation et donc d'aider aux projets, d'aider les porteurs et les projets qui sont issus des laboratoires à aller vers le marché. Et donc soit vers, ça peut être la création de start-up ou encore la commercialisation. Merci beaucoup, Lise.
N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, hein, comme ça on va pouvoir prendre la parole et vous répondre. J'avais une question aussi assez intéressante qui disait que j'ai une idée que je vois innovante et qui sert au développement du domaine de recherche surtout, mais je ne sais pas comment la transformer en start-up. Alors, quel serait le conseil à donner à Asma? Christelle? Le conseil, c'est que voilà, d'en parler, de ne pas hésiter d'en parler à ses directeurs de thèse, et à son environnement. Je suppose que sur son territoire, il y a une SAT ou une STT ou structure assimilée qui pourront l'accompagner justement à designer cette idée pour voir et tester, voir si justement il y a un potentiel derrière. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'attends encore les questions, alors attendez, hein. Bonjour, peut-on participer au concours IPHJ avec une idée de projet différente de notre thématique de thèse? Alors, oui, c'est possible. Par contre, vraiment, pour être éligible en fait, au concours IPHJ, ce que David en fait, disait au début, c'est que vous devez être attaché à un laboratoire et vous devez en fait, aussi être accompagné en fait, par une structure en fait, de transfert technologique. Alors. Excusez-moi, je regarde parce qu'il y a plusieurs questions. Nesrine avait aussi posé une question, je pense que c'est plutôt pour toi. Christelle, comment peut-on se former à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a des formations auxquelles on peut s'inscrire? Tu en as parlé tout à l'heure, mais je pense que ça peut être intéressant juste de dire quelques mots. Sur les formations, donc oui, c'est dans les catalogues de formations proposées par soit les écoles doctorales, mais qui sont du coup plus disciplinaires, enfin tout dépend des sites, soit par le collège doctoral ou son service. Après, je crois que c'est concerné plutôt justement des personnes qui ne sont plus doctorants, mais qui sont docteurs. Et là, c'est vrai que les SATT proposent des formations. Donc après, c'est plutôt des formations, je pense, dédiées, qui sont plus fléchées sur un projet, à aider à challenger le projet. Après, sur des formations, pas hésiter à aller voir les pépites aussi. Les pépites, où est-ce qu'on trouve en fait cette information-là, ce contact? Tous les territoires aussi. Enfin, il y a pas mal de territoires où les centres d'entrepreneuriat, qui peuvent accompagner et voire même incuber les projets, mais qui ne sont pas forcément issus forcément de la recherche. On a une... Oui. Merci beaucoup, Christelle. Nous avons aussi une autre question. Faut-il s'entourer dès le début de profils business ou cela vient-il dans un second temps? Philippe? Oui, parce que ce que j'étais en train de répondre, c'est que finalement, ça dépend un peu de l'état d'avancement du projet. Mais je pense que avoir ce genre de profil tôt permet d'évaluer plus finement le potentiel économique. Et c'est toujours ça, finalement, qui permet de donner... de valider l'intérêt de valorisation d'une approche. Si je peux compléter un petit peu sur mon vécu aussi, pour le coup, c'est un peu ça, ça a été dans un second temps pour nous. Alors l'entreprise n'est pas encore créée, mais on a déjà trouvé notre business développeur associé. Mais dans un premier temps, on n'était vraiment que des scientifiques et ce qui nous a beaucoup aidé pour le coup, c'était des formations. J'ai eu des formations Deep Tech Founders et ce genre de formations-là qui ont joué un petit peu ce rôle-là en nous permettant de nous mettre à la place du business développeur et en se posant la question de comment on veut arriver sur le marché, quel est notre produit, comment on veut se positionner, est-ce qu'on va vendre un produit fini, est-ce qu'on va vendre un service, etc. C'est le genre de questions qu'il faut se poser aussi. Je voyais que c'était un petit peu les questions qui étaient posées aussi à Philippe. Est-ce que tu vends une machine? Est-ce que tu vends une prestation de service? Ce genre de choses, c'est le genre de questions qu'il faut se poser aussi. Et ça, pour le coup, moi, c'était les formations qui m'ont aidé à répondre à ça. Et c'est dans un second temps, au moment où les choses devenaient plus concrètes et qu'il a fallu vraiment se projeter, faire un business model et ce genre de choses, que là, on s'est dit, OK, là on manque de ce savoir-faire-là.
Je fais une petite, excuse-moi, une petite parenthèse. Nassim, pour aussi les autres personnes en fait qui se posent ce genre de questions, sachez qu'on organise en fait une boîte à questions, la 3e boîte à questions qui sera le 16 mars, justement sur la place qu'on peut prendre en fait dans sa future startup. Donc comment on s'entoure et quelle place on prend en fait dans sa future startup. Je vous le rappelle et je vais vous mettre les liens d'inscription pour la boîte à questions numéro 2 qui sera en février, donc comment se rémunérer, très important aussi. Et la 3e boîte à questions. Et je laisse la parole à Imadedine, hein, si tu voulais partager aussi quelque chose. Enfin, Oui, je vais peut-être couper la parole à quelqu'un. Non, pas de souci. Moi, je voulais juste nuancer du coup un petit peu ce qu'ont dit Philippe et Pauline. Et ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire justement, Célia. C'est que on est formé en fait aussi bien en tant que lauréat PhD avec la BPI, Deep Tech Founders, etc., qu'avec la SATT à devenir de futurs entrepreneurs. Et moi, personnellement, j'ai fait le choix de devenir le futur CEO de la boîte, donc le futur dirigeant de la société. Et je me forme en fait à devenir le business dev aussi de la boîte. Enfin, pour l'instant, c'est moi qui fais le business développement. Donc, tout ce qui est études de marché, c'est moi qui la réalise, etc. Donc, voilà, c'est aussi une possibilité. Moi, j'ai décidé de partir là-dessus, de me former vraiment un petit peu à tous les aspects de l'entrepreneuriat, mais celui-là en particulier, c'est celui sur lequel je suis focalisé en ce moment. Et donc, le business development, vous pouvez le faire vous-même, même si effectivement, ça peut aller un petit peu plus vite. Et comme disait Philippe, ça dépend vraiment de l'état d'avancement de votre projet. Au début, vous allez surtout essayer de maturer la techno. Voilà, essayer de finaliser finalement, de partir d'une techno et en sortir un produit ou un service. Donc là, c'est vous l'expert, vous et vos directeurs de thèse, etc. Et par la suite, vous allez commencer à réfléchir au business development de votre boîte. Je pense que ça dépend aussi un tout petit peu, pour compléter, de l'état d'avancement du projet, mais de votre état d'avancement à vous, parce que là, moi, ce qui change un petit peu par rapport à vous deux, les garçons, c'est que je suis encore en thèse, et que là, si je devais être la business developer actuellement de l'entreprise qu'on est en train de créer, je pourrais pas finir ma thèse. Non, donc carrément, donc voilà, ouais, c'est sûr. c'est aussi une question de timing, Bien et sûr. de plein de choses. Voilà. C'est aussi parce que j'ai candidaté relativement tôt par rapport à d'autres aussi. C'est pour ça. C'était une petite parenthèse. Mais je pense finalement que bon, la transition de chercheur à entrepreneur, c'est quelque chose qu'il faut prévoir, hein, parce que être entrepreneur, il y a des gens qui font des écoles de commerce pour ça, hein, donc c'est vraiment un métier. Effectivement, on peut se découvrir des envies d'entrepreneuriat. Moi, ça a été le cas, mais il a quand même fallu que j'apprenne énormément de choses. Effectivement, ça prend du temps. Si aujourd'hui je peux prendre la position que j'ai, parce que je prévois aussi d'être CEO de l'entreprise, c'est grâce notamment à l'accompagnement et aux différentes formations que j'ai pu suivre. Bon, alors ça a été sur la fin de ma thèse, sur ma dernière année de thèse, mais effectivement, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et si on veut aller dans l'entrepreneuriat, dans un premier temps, il peut toujours aussi être intéressant de partir par exemple sur les postes plutôt de R&D. Mais je pense que tout ça, ce sera un petit peu plus abordé un peu plus dans le détail dans les boîtes à questions suivantes, effectivement. Oui. D'ailleurs, je vous ai rajouté en fait plusieurs liens dans la partie en fait chat, des liens en fait sur la boîte à questions numéro 2 qui sera donc le 24 février prochain, la boîte à questions numéro 3, donc ce que je vous disais, la place à prendre dans une startup. Je me suis permise aussi de vous partager un lien important qui est donc en fait qui fait un lien vers notre plateforme les Deep Tech. Donc c'est vraiment une plateforme où vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment sur toutes les questions en fait que vous pouvez vous poser sur l'entrepreneuriat. Donc vous avez en fait la rubrique envie d'entreprendre. Je vous invite vraiment à cliquer pour avoir vos informations. Écoutez, il est 11h57, on est dans le timing. Du coup, je vais clôturer en fait cette super boîte à questions. Attendez, on a peut-être une dernière. Non, c'est OK. Une dernière question. Du coup, je voulais vous remercier. Merci beaucoup, Imad, Lise, Christelle, Philippe, Clarisse, Pauline. C'est top, c'est super. Tous vos témoignages ont été très intéressants.
Et pour terminer, en fait, j'ai aussi un petit cadeau en fait à vous partager. Je vais vous partager en fait un formulaire, un questionnaire que je vais mettre tout de suite dans le chat. Tac. Donc c'est vraiment pour avoir votre retour sur cette boîte à questions et voilà, le cadeau que je vous propose, c'est qu'en fait pour les 10 premiers répondants à ce questionnaire, vous allez gagner en fait un abonnement à The Meta News. Donc The Meta News, vous savez, c'est le premier journal en fait qui est vraiment dédié aux chercheurs, donc vous allez avoir accès en fait à une newsletter dans votre domaine finalement, donc c'est très intéressant. Et donc voilà, en répondant en fait à notre questionnaire de satisfaction, donc ça va, c'est pas trop dur le jeu, vous allez pouvoir peut-être gagner en fait cet abonnement. Je vous merci beaucoup à tous et je vous dis peut-être à bientôt du coup à la prochaine boîte à questions. Merci beaucoup à tous. Merci Célia, merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Au revoir.